Merci Martine, merci Simon de nous avoir introduits dans cette soirée. Merci surtout à François Roux d'avoir accepté de quitter ses Cévennes. Enfin, comme il ne vient pas directement des Cévennes et qu'il se promène un peu partout dans le monde, je pense que ce n'est pas un trop gros effort. Vous savez tout sur lui, ou plutôt tout ce qu'il a bien voulu nous dire. Il faut dire qu'on avait limité, hein. Il avait, je crois, 200 signes pour se présenter, donc on risquait pas de dérapage trop fort. Mais il y a quand même deux choses qu'il ne nous a pas dites. D'abord, la photo. Ou plutôt, moi je savais où elle avait été prise, mais on n'a pas mis en dessous. Et alors, je vais lui demander quand même, pourquoi nous avoir envoyé une photo de François Roux, magnifique sous votre chapeau, devant le siège des Nations Unies? C'est bien ça, hein? Parce que je crois au travail que font les Nations Unies, envers et contre tout. Ah, donc c'est un signe pour ce que nous allons partager tout à l'heure. Absolument. Merci. La deuxième chose que vous ne nous avez pas dite, c'est que vous êtes le conjoint d'une exploitante agricole chez Fermes et Jardins Sévenol. Et ça vous sera compté à justice, comme on dit. J'espère bien. Nous avons, depuis plus de 10 ans maintenant, implanté dans les Cévennes un jardin dans lequel nous cultivons notamment des tulipes, qui est une fleur que nous avons découverte aux Pays-Bas et qui nous plaît beaucoup parce que c'est une migrante. Elle vient des conforts de l'Himalaya, elle est passée par l'Empire ottoman avant d'arriver en Europe. C'est joli, non? Ouais. Donc on peut venir vous rendre visite dans votre jardin? Alors le jardin est ouvert à la visite tout l'été. Nous avons installé un parcours Stéphane Hessel pour les droits de l'homme. Stéphane était un de nos grands amis. Ce parcours commence par le préambule de la Déclaration universelle. Sur un sentier qui descend vers un ruisseau, nous avons mis quelques articles phares de la Déclaration universelle. Et au pied du ruisseau, dans une clairière bénie, vous trouverez le texte complet de la Déclaration universelle. Nous recevons des groupes, nous recevons des classes. Voilà. Eh bien, on est déjà entré dans le sujet. Je vais vous interroger par petites étapes, hein, prudemment au départ et puis un peu moins prudemment par la suite. Le prudemment au départ, vous avez failli mal tourner. Hein. J'ai lu que vous aviez failli faire de la théologie et que la faculté de Montpellier, moi j'étais à Paris, hein, donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient fait des erreurs, la faculté de Montpellier, parce que vous aviez 17 ans, vous a refusé. Et du coup, vous avez tourné vers le droit, pour tradition familiale, me dit-on, mais vous nous expliquerez ça. Comment vous est venue cette vocation du droit, puisque vous vouliez faire de la théologie? Est-ce que c'est uniquement pour faire plaisir à vos parents? Ou bien avez-vous fait le lien entre le pasteur que vous souhaitiez être et la carrière juridique que vous imaginiez? Votre protestantisme, parce que pasteur ou avocat, il y a des similitudes. Hein. Alors, votre protestantisme a-t-il joué d'une manière ou d'une autre? Enfin, bref, dites-nous un peu d'où vous vient cette vocation professionnelle. Alors, effectivement, au début, je fais mes études de droit parce que la faculté de théologie m'a estimé trop jeune. Je pense qu'elle avait raison, j'avais 17 ans à ce moment-là, quand j'ai passé le bac. Et donc, voilà. Non, au début, quand je commence mes études de droit, je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais revenir à la théologie. Et il y a une rencontre qui m'a profondément marqué, et qui est la rencontre avec Lanza del Vasto. Et c'est vrai que très très vite, j'ai eu envie d'approfondir ce chemin que traçait Lanza del Vasto dans les pas de Gandhi. Et les toutes premières années de droit, quand j'étais avocat stagiaire, je faisais ce que font tous les avocats stagiaires, des gardes pénales notamment, etc. Mais
voilà, je cherchais encore un peu ce qui allait me marquer. Et puis figurez-vous que rapidement, je suis interpellé à travers Lanza del Vasto par la lutte des paysans du Larzac, par ceux qui ont renvoyé leur livret militaire pour protester contre le projet du Larzac, et on me demande de venir défendre un berger dans les Corbières, Dominique Barrette, qui a renvoyé son livret militaire en soutien aux paysans du Larzac, et je prépare ma première plaidoirie avec mon pasteur, Jean-Michel Arnus, qui avait écrit un traité sur les premiers chrétiens et la non-violence. Vous voyez que ça y est, je crois que les choses se mettaient en place. Et donc j'ai prononcé ma première plaidoirie un peu inquiet, parce que c'est vrai que c'était une pétition pour la non-violence, voilà, devant des juges complètement stupéfaits qui m'avaient dit « Maître, vous en avez pour 5 minutes, n'est-ce pas ?» Non, j'ai pris le temps, j'ai pris 1 heure dans une salle comble. Il y avait là notamment beaucoup de représentants et du Larzac et de la communauté de l'Arche, et après ils m'ont repris avec eux et ils ne m'ont plus lâché, et moi non plus. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai découvert à travers la non-violence ce qui me semblait être l'esprit du christianisme, et j'ai eu beaucoup de plaisir à tresser tout ça ensemble. J'ai essayé d'approfondir un peu aussi ce qui se faisait à la communauté de l'Arche par la pratique du yoga, puis après par la pratique du zen. Et là aussi, nous sommes tous le fruit de rencontres, mais j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre, un dominicain, qui enseignait le zen, et donc qui tressait ensemble, disait-il, le christianisme et le bouddhisme. Et j'ai beaucoup appris. Voilà. Et donc, cette notion de justice, mais surtout de fraternité, ne m'a plus jamais quitté. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi d'abord sur le chemin de la non-violence avec le Larzac, que j'ai accompagné jusqu'au bout avec quelqu'un que vous connaissez bien, Louis Joannet. Et puis après, les chemins ont été un peu plus difficiles. Quand j'ai été appelé avec Jean-Jacques de Félis à défendre en Polynésie dite française des jeunes qui avaient tué un blanc pour protester contre les essais nucléaires de notre pays. Et là, avec Jean-Jacques de Félis, nous qui étions l'avocat de non-violents, on se retrouve à défendre des personnes qui ont commis des crimes graves. Mais ça a été pour nous une expérience fondatrice. Premier contact avec le Pacifique. On n'y ressort pas indemne, on en ressort pas indemne. Et notamment avec ce peuple très croyant, au point que dans le Pacifique, à Tahiti, aucune réunion, y compris syndicale, ne commence sans la prière et ne termine sans la prière. Syndicale, politique. Vous avez dans les rues de la Polynésie française, attention culte. C'est l'endroit au monde où j'ai vu ça. Bref, donc un pays très, très, très croyant. Et ce procès, pour moi, a été un révélateur, en ce sens que on était totalement bouleversés. Il faut juste imaginer la scène. On est devant des juges métropolitains. On applique encore, à cette époque-là, en Polynésie, l'ancien code criminel qu'on n'applique plus en France. Donc les jurés sont des notables. Et nous, il faut qu'on prenne la parole là. Quand les jeunes se sont exprimés, je me souviens de l'un d'entre eux qui a dit « Monsieur le Président, le lagon, pour nous, c'est notre mère nourricière. C'est non seulement nos ancêtres qui sont là, mais c'est ce qui nous nourrit. Et vous faites exploser vos bombes dans le ventre de ma mère. » J'ai pas besoin de vous dire qu'on n'était pas très à l'aise. Alors la veille de ma plaidoirie, j'ai pris ma Bible pour essayer de trouver l'inspiration. Et j'ai lu ce texte sur le pardon. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas les fautes dans Job? Et j'ai décidé de plaider sur le pardon.
ceux qui m'ont entendu disent que j'étais inspiré. C'est la première et je crois la dernière fois que j'ai plaidé dans cet état. Mais je crois que j'ai effectivement été inspiré. Voilà. Et du coup, cette notion du pardon et cette notion de l'humanité, même du criminel, ne m'a plus jamais quitté. Alors on va y revenir parce que c'est certainement l'une des choses que nous avons à partager avec vous. Mais j'aimerais qu'on poursuive un tout petit peu sur votre carrière. Quand on ne connaît rien, ou peu, on va aujourd'hui chez Wikipédia. On est un peu dressé, on prend 30%, 40%, mais quand même il y a quelques lignes. Et alors j'ai noté une phrase vous concernant. Il est connu pour défendre des personnalités engagées et controversées. On n'a pas dit que c'était vous qui étiez controversé, mais il faut savoir lire entre les lignes. Hein. Alors, vous défendez Zacarias Moussaoui, le 20e terroriste du 11 septembre, vous défendez les Khmers, Douche, un tortionnaire Khmer rouge, vous vous êtes occupé du Larzac, vous l'avez déjà dit, de la Nouvelle-Calédonie. Derrière tout cela, ce que nous avons besoin de saisir, c'est comment l'avocat que vous êtes vit cela. Quelle conception de l'humain il porte. Pourquoi avoir choisi ces causes-là? Alors, vous avez déjà dit que les amis de l'Arche vous avaient récupéré, vous avez fréquenté des gens tout à fait fréquentables, Jean-Jacques de Félis, Lanza del Vasto, etc. On voit bien comment vous pouvez être conduit vers une cause ou vers une autre, mais quels sont les critères qui font que vous acceptez de défendre une personne? Et on pourrait dire l'inverse, quels sont les critères qui auraient fait ou qui font que vous refusez une cause? J'ai refusé une seule fois dans ma carrière d'avocat, et c'était vraiment une toute petite chose, mais voilà. C'était, autant que je me souvienne, un petit restaurant, un petit restaurateur qui avait eu une visite des contrôles sanitaires, et ce qu'il avait découvert dans son frigidaire m'a tellement épouvanté que je lui ai dit « Monsieur, je suis désolé, mais je vous défendrai mal. » À l'inverse, je défendais beaucoup à l'époque de ces jeunes immigrés de la deuxième génération vers Alès, Nîmes. Et je n'ai jamais oublié, il y avait à cette époque dans les dossiers des rapports de police, ça n'existe plus. Le policier qui avait fait le rapport sur ce jeune avait écrit en substance: individu bon à rien, ne fréquente que les individus de son espèce, ne mérite pas le moindre intérêt, si minime soit-il. C'était écrit dans le rapport. Je suis arrivé devant les juges avec un pépin de raisin, de citron, pardon. C'est pareil. Là, ma jeune collaboratrice s'est dit, mon maître de stage est en train de perdre. Donc je me suis avancé vers les juges, j'avais lu Khalil Gibran. Et je leur ai dit, voyez, ce pépin, il a l'air complètement mort. Ce même pépin, si vous le mettez en terre, si vous vous en occupez, il va germer, il va devenir un petit arbre, et il va faire du fruit. Et vous voudriez me dire que ce garçon mérite moins que ce pépin de raisin ou de citron? Voilà. Pour moi, ce sont des choses totalement évidentes. Là, c'était ces petits jeunes qui faisaient toujours des bêtises. Mais
défendre toujours l'humanité de tout homme. Je ne peux pas me résoudre à croire que des hommes perdent leur humanité. Ils peuvent le perdre dans un instant de folie, ou même dans quelques temps de folie, dans ces horreurs qu'on a connues au Rwanda, au Cambodge. Mais moi, j'ai été marqué toujours dans ma vie par beaucoup de pasteurs, et aussi par une ancienne religieuse qui disait, elle était visiteuse de prison, et elle disait, le criminel est toujours plus grand que son crime. Elle en avait rencontré des criminels. Voilà. Ça ne m'a jamais quitté. Quand au procès de Duc au Cambodge, un grand criminel, j'ai eu la chance d'avoir un juge d'instruction français, Marcel Lemonde, dans ce tribunal international. Duc reconnaissait sa responsabilité. Je l'ai accompagné sur ce chemin, bien entendu. Je suis allé voir Desmond Tutu en Afrique du Sud, qui a préfacé son livre pour Duc, pour l'encourager. Je suis allé voir un ancien procureur de Nuremberg, Henry King, qui a encouragé Duc. Ce que vous faites est très important. Et j'ai dit un jour à Duc, est-ce que vous seriez d'accord pour participer à une reconstitution sur les lieux de vos crimes? Il a réfléchi, il m'a dit oui. Alors j'ai vu les juges d'instruction, je leur ai dit, au début un peu surpris, écoutez, ça a été, dans la justice pénale internationale, l'acte judiciaire le plus important qui n'ait jamais été accompli. 30 ans après, la justice ramène sur les lieux, avec son accord, un criminel comme Duc. Il y avait là 3 survivantes, 3 victimes. Et j'avais dit à Duc, il faudra que vous vous adressiez aux victimes. Alors préparez un texte. Il l'a préparé, il me l'a envoyé. Moi, je faisais les navettes entre mon bureau et Phnom Penh à cette époque. Il m'envoie le texte, très beau texte, qu'il conclut en disant « Je vous demande pardon ». Je lui renvoie son texte par l'intermédiaire de mes collaborateurs qui travaillaient toujours sur place à Phnom Penh, en disant « Duc, ça va pas. Ce que vous avez fait est impardonnable à vue humaine. N'enfermez pas vos victimes dans une demande de pardon. » Et je le laisse se débrouiller avec ça. Le jour de la reconstitution, on passe 2 jours. Atroce. Mais tellement important. Vous vous rendez compte? La justice qui ramène l'accusé entre 2 gendarmes. Arrive la fin, et je dis aux juges, aux 2 juges d'instruction, d'où voudraient parler aux victimes. Ils étaient plus très chauds à ce moment-là. Ils avaient peur que ça fasse... J'insiste, il leur parle, et je vois cet homme poursuivi pour ces crimes horribles s'effondrer sur l'épaule de ses gardiens. Ce qui, pour des Cambodgiens, était juste impensable, parce qu'ils ont une révérence pour l'autorité. Et celui qui fut le directeur, devant qui personne ne levait les yeux, comme lui ne levait pas les yeux sur Pol Pot, ça se faisait comme ça. Et là, il s'effondre en pleurs sur l'épaule de ses gardiens. C'était incroyable. Donc reprenez-vous, terminez. Il termine. Je vous demande pardon. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de laisser la porte ouverte. Et là, il y a 2 des victimes, messieurs les juges. Je veux répondre. Messieurs les juges, ce sont les mots que j'attendais depuis 30 ans. Je suis en paix maintenant. La justice fera ce qu'elle doit faire. Moi, je suis en paix. Bon. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de partager des moments d'humanité comme cela. Conceptualisons.
Quel est alors le rôle de l'avocat pour vous? Essentiel. Arroser l'humain pour qu'il pousse, je reprends l'histoire de votre graine, faire accoucher ce qu'il y a de meilleur dans le pire des criminels. Comment diriez-vous ce qu'est le rôle de l'avocat? On dit que Hubert Reeves, avant le début de ses conférences, demandait à son public de prendre un petit moment, de fermer les yeux et d'écouter les étoiles à travers leur respiration. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Cet homme qui est en face de moi, il respire comme moi. C'est un humain. Alors pour moi, le rôle de l'avocat devant des juges, c'est de dire ça. Une fois encore, c'est un humain qui a commis des fautes et qui payera pour ses fautes. Mais il peut aussi se racheter. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis absolument opposé à la peine de mort. Et la raison pour laquelle, vous avez cité Zacarias Moussaoui, je me suis engagé dans la défense de Zacarias Moussaoui parce que je suis fondamentalement contre la peine de mort. J'allais dire tout particulièrement en ce qui le concerne, puisqu'il n'avait pas participé du tout aux attentats. Et je ne voulais pas qu'on en fasse une espèce de... Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris de Gandhi, c'est que tous les hommes sont frères. Ce que j'ai appris de l'Évangile, c'est que tous les hommes sont frères. Et que, oui, vous savez, au procès de Douk, à Phnom Penh donc, vient comme témoin à notre demande, à la demande de la défense, François Bizot. François Bizot, un de nos compatriotes ethnologues, qui avait été prisonnier de Douk, qui n'a jamais compris pourquoi ni comment il a été libéré, mais il a tenu à venir au procès et il a dit aux juges: Messieurs les juges, depuis que j'ai vu l'homme derrière le bourreau et qu'il me ressemble, je ne m'en sors plus. Alors moi, je suis allé voir un ancien pasteur qui a été aumônier à la prison de Spandau. J'oublie son nom, il était dans la Drôme. Parce que c'était, avant de plaider, j'ai voyé énormément de gens. Et donc, je lui ai posé la même question. Vous avez été aumônier à la prison de Spandau, vous avez connu les accusés devant le tribunal de Nuremberg. Est-ce que vous avez vu l'homme derrière le bourreau? Il a réfléchi, et puis avec un petit sourire, il m'a dit: ai-je vu le bourreau derrière l'homme? Voilà. Oui, il y a toujours un homme derrière. Alors en face de vous, vous avez des juges. Oui. Qui ne sont pas les avocats. Là, on entend bien l'avocat. Comment est-ce que vous voyez le rôle du juge par rapport à ce que vous venez de dire, justement? Alors, je vais répondre à cette question, mais après, il faudra certainement revenir au rôle de l'avocat, parce que, vous le savez, c'est une de nos grandes différences entre le travail que nous pouvons faire et le travail que font les avocats anglo-saxons. On y reviendra, c'est un sujet particulier. Au juge, dans le procès Douk et dans beaucoup de procès, j'ai terminé par cette histoire. J'ai dit, souvenez-vous, c'est une histoire qu'on raconte, c'est un
un vieux maître. Ça peut être moine, ça peut être qui vous voulez, alors disons plutôt moine en l'occurrence. Il demande à ses disciples, comment voit-on que l'on passe de l'ombre à la lumière, de la nuit au jour? J'aime penser que cette histoire se passe quelque part vers le Liban. Et le premier répond, maître, quand on commence à distinguer dans le lointain la couleur des montagnes. Non. Le second, maître, quand dans le figuier je peux commencer à distinguer les figues. Non. Ainsi. Et le maître reprend la parole. Quand dans les yeux de l'autre, tu peux reconnaître ton frère. J'ai dit ça au juge. Est-ce que vous êtes capable, vous êtes juge là, vous êtes là-haut, est-ce que vous serez capable de reconnaître votre frère dans celui que vous allez juger? Pardonnez-moi, mais moi j'ai passé ma vie à bousculer les juges. Parce que je leur ai dit, c'est vous qui construisez le droit. C'est pas que le législateur. C'est vous qui construisez le droit. Et j'ai cité souvent, quand je plaidais dans des procès moins compliqués, quand je défendais les arracheurs d'OGM, je plaidais l'état de nécessité en expliquant que ces gens étaient obligés d'agir de manière non violente, puisqu'ils ne s'en prenaient qu'à des plantes, pour faire bouger la société. Et je leur disais, mais je plaidais l'état de nécessité. Et je leur dis, qui a créé l'état de nécessité? Ce sont les juges. C'est une notion qui n'existait pas dans le code pénal. Et c'est à la suite de l'appel de l'abbé Pierre, souvenez-vous, en 56, que les juges se trouvent confrontés à une situation incroyable. On leur demande de condamner les personnes qui, à l'appel de l'abbé Pierre, sont rentrées dans des lieux pour se mettre à l'abri. Et les juges inventent l'état de nécessité que plus tard le législateur va inscrire dans la loi. Cet état de nécessité est aujourd'hui dans le code pénal. Et beaucoup de réformes que nous avons eues sont passées par les juges. Donc moi je déteste cette image du juge qui est là et qui vous dit, combien de fois l'ai-je entendu, je suis là pour appliquer la loi. Non, monsieur le juge. La loi est forcément évolutive et vous allez la faire évoluer. On le voit aujourd'hui beaucoup dans toutes les affaires sur l'environnement. Quel est le premier tribunal aujourd'hui qui a dit à l'État, vous ne respectez pas l'accord de Paris? C'est pas le Conseil d'État français, c'est le Conseil d'État néerlandais. Et qui a imposé à l'État de respecter ses engagements. Donc, les juges aujourd'hui, et je le vois de plus en plus dans les affaires d'environnement, sont en train de prendre toute leur part dans la construction du droit. Et donc d'une société fraternelle, parce que c'est ça qui est derrière toujours. Hein. C'est pour ça que vous considérez la désobéissance civile comme une forme appropriée et dans quel cas? C'est ce que nous disions toujours avec José Bové, et on l'a pas inventé, c'était la tradition gandhienne. Il faut tout essayer pour convaincre nos élus, nos députés, nos responsables. Mais si ça ne marche pas, il y a deux chemins. Il y a le chemin qu'utilisent certains, qui est celui de la violence contre les biens ou contre les personnes. Évidemment, contre les personnes, c'est beaucoup plus grave. Contre les biens, ça dépend ce dont on parle. Mais sinon, disait Gandhi, il y a la désobéissance civile, oui. Il y a la désobéissance civile non violente. Et j'insiste toujours. En tout cas, moi, c'est mon engagement, la désobéissance civile non violente, pour faire bouger les situations qui sont inutilement gelées. Pour aller au-delà du droit. Alors, et le construire en même temps. C'est ça, voilà. Et le construire en même temps. Il y a toujours pour moi cette idée, et je ne suis pas le seul, hein, mais en tout cas, nous qui avons pratiqué avec Jean-Jacques de Fils, etc., c'est toujours parce qu'on pense que les juges peuvent faire évoluer le droit, la société. Voilà, le droit n'est pas quelque chose d'enfermé. Non, c'est un droit en perpétuelle évolution. Pardonnez-moi, j'aime les évolutions qui se font grâce à la désobéissance civile non violente. J'aime moins les évolutions qui se font sous la contrainte, notamment de lutte violente.
Alors, on va revenir à la justice pénale internationale, puisque vous êtes connu comme étant l'un de ses acteurs. Vous avez écrit quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous vous corrigerez vous-même, que pour le common law, le droit, la justice pénale internationale, la victime n'existe pas, elle n'a pas le droit à la parole, on ne cherche pas la vérité. Alors je pense que c'est un peu caricaturé, à peine. Mais à peine. À peine. J'ai mis longtemps. Alors, un petit cours de droit. Très rapide. Hein, et puis on revient à vous qui vous confrontez à la justice pénale internationale. Oui, oui, merci. C'est une des grandes différences entre nos deux systèmes de droit. C'est le magistrat Denis Salas qui, avant le procès qu'on appelle le procès V13 des attentats de Paris, avait écrit une tribune intitulée « Au fracas des armes, le procès oppose un espace de parole ». C'est énorme. C'est pour moi, le procès, c'est ça. C'est cette rencontre improbable entre des victimes présentes, un accusé présent, sous l'autorité d'un grand président. Il faut un grand président. Mais cette rencontre peut se faire. On l'a vu au procès V13. Quand l'accusé, à force d'entendre ces paroles de victime, lui qui s'était muré dans le silence depuis 5 ans, a voulu commencer à parler. Et quand il s'est produit des rencontres dans les interséances entre des victimes et des accusés qui n'étaient pas détenus. On parle beaucoup de justice restauratrice, j'insiste sur restauratrice, parce que certains disent restaurative, qui est encore un anglicisme stupide, restauratrice. C'est ça. C'est ça, que justice soit dite, que justice soit faite, et que l'on préserve la reconstruction des victimes. Ça, c'est notre système. Le système anglo-saxon, qui a ses vertus, n'a pas cet objectif. Il faut savoir qu'aux États-Unis, 2 choses. L'accusé est muet pendant tout son procès. Je rappelle chaque fois ces images que nous avons tous vues sur nos écrans de Dominique Strauss-Kahn dans son procès. La première audience, il cherche à se lever pour s'expliquer et son avocat lui appuie sur l'épaule. Tu restes assis. S'il avait prononcé un seul mot, le procureur était en droit de l'imposer de venir à la barre des témoins, de prêter serment, et s'il mentait, le mensonge devant la cour était pire que le crime qu'il avait commis, enfin qu'on lui reprochait. Donc, c'est le procès américain. L'accusé, vous n'entendez pas la voix de l'accusé pendant tout son procès. Et les victimes ne sont pas présentes. Tribunal pour le Rwanda, tribunal pour l'ex-Yougoslavie, nous avions des procédures anglo-saxonnes complètement. J'ai plaidé devant ces tribunaux. Moi, j'ai demandé à chacun de mes accusés de s'exprimer, mais il était obligé de le faire en prêtant serment. Ce qui est complètement surréaliste. Mais bon, ça faisait partie de la procédure. Au moment de la mise en place de la Cour pénale internationale, on a commencé à faire des petits progrès, ou à faire des petits progrès à nos amis anglo-saxons, en leur disant les victimes pourront s'exprimer. Et les victimes sont maintenant présentes, très encadrées, devant la Cour pénale internationale, mais par contre, l'accusé a le droit de garder le silence tout le long de son procès. On a mis un petit iota et il a le droit de faire à la fin, s'il le souhaite, une déclaration dont il ne sera pas tenu compte dans son jugement. Voilà. Ce qui veut dire tout simplement, effectivement, que dans notre système, nous cherchons la vérité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un professeur, un juge canadien qui appuie très très bien la différence entre nos 2 systèmes, en disant dans le système romano-germanique, le français,
on va chercher à faire émerger la vérité, et tout en laissant aussi la parole aux victimes. Et il dit dans le système anglo-saxon, la recherche de la vérité passe au second plan. Ce qui compte, c'est l'équité du procès. Et en fait, si vous voulez, si je résume, dans nos procédures, on juge un homme. Dans les procédures anglo-saxonnes, on juge des preuves. C'est ça. Est-ce que le procureur a rapporté la preuve au-delà de tout raisonnable de la culpabilité? Tout le débat va porter sur la vérification des preuves amenées par le procureur. C'est tout. L'accusé est au second plan, il ne parle pas, on ne l'interroge pas. Donc, et c'est là que je dis que c'est pas tout à fait étonnant que ce soit dans le système de la common law qu'on ait mis en place des comités vérité et réconciliation. Puisque la vérité n'a pas été recherchée dans le procès, on essaye de la chercher ailleurs. Voilà. Donc, je continue à dire que nos procès, et une fois encore, celui qu'on appelle procès V13 était un procès exemplaire qui ouvre la voie à ce qu'on appelle après la justice restauratrice, c'est-à-dire celle qui va permettre aux victimes, si possible, de se reconstruire. En tout cas, moi, c'est ça qui, dans la victime, une fois encore, parce que dans les yeux de l'autre, tu peux reconnaître ton frère. J'ai pas d'autre chose à dire, pardon. J'ai lu ça dans l'Évangile. Il y a eu des évolutions. Je suivais ce matin un séminaire, un webinaire, comme on dit, sur la justice hybride au Cambodge et en République centrafricaine. Et il y avait une comparaison entre les deux, et il y avait, par la force des choses, parce que la communication avec Centrafrique a été coupée, on a eu surtout le Cambodge. On n'a pas parlé de vous. C'est bien. Désolé. C'est bien. Mais il y avait là des gens qui y ont participé et qui ont montré comment cette cour exceptionnelle, extraordinaire, je crois que c'est le terme. Chambre extraordinaire auprès des tribunaux cambodgiens. Chambre extraordinaire. C'était dans la justice cambodgienne, était bien sûr dans le cadre du droit pénal international, mais en fait a été très informé par le droit français, romano-germanique. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'il disait de la place des victimes dans le procès. Et là, j'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Vous avez beaucoup parlé de votre rencontre avec le prévenu, enfin le client, on va dire. Qu'en est-il des autres, pour vous, des victimes, des parties civiles, finalement? J'ai été peu avocat de partie civile devant les tribunaux, même nationaux. Ce n'est pas un rôle que nous aimons beaucoup. Jean-Jacques de Félix n'aimait pas non plus. Et pourtant, il en faut. Des avocats qui portent la parole pour les victimes. Au procès de Phnom Penh, ce qui était un peu dommage, c'est qu'il y avait un peu de compétition entre les ONG qui s'occupaient des victimes. Alors il y avait plusieurs groupes de victimes, chacune chapeautée par une ONG. Dieu sait si les ONG font un travail important, mais quelquefois elles se perdent un peu elles aussi dans cette petite compétition. Bon, dommage. Mais sinon, oui, bien sûr que c'est absolument majeur, et d'où que c'est adressé aux victimes, parce que lui, il parlait justement, il s'est adressé aux victimes, il a à nouveau demandé pardon, mais qu'est-ce que pouvait faire le pardon à ce niveau? Mais c'était important qu'il le fasse, évidemment. L'idée dans ces procès de masse, comme au Cambodge, était de faire une réparation aux victimes qui soit une réparation un peu symbolique. Créer un monument pour... on n'a pas trouvé autre chose. Et c'est important.
Là, nous avons maintenant des avocats qui se sont spécialisés devant la Cour pénale internationale pour les victimes et certains font un très bon travail. Je pense à cette avocate belge, Julie Goffin par exemple, qui fait un très bon travail pour que la victime soit reconnue. Parce qu'une fois encore, devant les juges de common law, c'était pas évident. Bruno Cotte en parlait mieux que moi, mais ils comprennent pas. Ça les dérange pour eux. Voilà. Mais là, petit à petit, on a vraiment, je trouve, évolué positivement. On a eu également des victimes au tribunal spécial pour le Liban. Et qu'en fait, dans la dernière partie de ma carrière, j'avais été nommé par le secrétaire général pour m'occuper de la défense au tribunal spécial pour le Liban, qui était en même temps le premier tribunal à juger un crime de terrorisme, le premier, pour l'instant le seul. Nous sommes quelques-uns à penser que ça mériterait d'être renouvelé pour d'autres dossiers. Premier tribunal à juger crime de terrorisme, premier tribunal à juger par défaut, ce qui permet que même si on n'a pas été capable d'arrêter les accusés, on peut quand même les juger. Et un tribunal où les victimes ont pu être assistées par des avocats et avoir la parole. Et les victimes ont été plusieurs fois interviewées pour savoir qu'est-ce qu'elles avaient pensé du tribunal pour le Liban, qui par ailleurs a eu beaucoup de difficultés. Mais elles remercient la justice pénale internationale et les Nations Unies qui ont créé ce tribunal, qui leur a donné un espace de parole. C'est quand même ça la justice. Donner un espace de parole aux victimes, en donner un à l'accusé, et être au centre de cette improbable rencontre. Et l'avocat est là pour participer à ça. Aussi dans un autre cadre, je vous ai dit que Douk reconnaissait sa responsabilité, mais j'ai aussi fait au tribunal d'Arusha. J'ai accompagné 2 personnes qui ont voulu plaider coupable. Et ça aussi, pour l'avocat, si vous voulez, mon premier dossier au tribunal d'Arusha, très vite avec mon équipe, nous sommes en général une petite équipe, et notamment mon co-conseil qui était mauritanien, très vite on dit cet homme-là n'est pas coupable. Et on se bat. Et on est allé au Rwanda, parce que dans ces tribunaux il n'y a pas de juge d'instruction, c'est les avocats qui font leurs propres enquêtes. On va au Rwanda, on fait nos enquêtes, et on rencontre beaucoup de gens qui nous disent mais cet homme n'est pas coupable, il a sauvé des Tutsis, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est une chose de le dire, c'est autre chose de le démontrer au juge. Et oui, Ignace Bagishima a été acquitté, premier acquittement devant le tribunal pénal pour le Rwanda. Après, je suis désigné pour défendre 2 autres accusés. Très vite, je vois qu'on n'est pas dans la même situation et je vais leur proposer de faire un plaidoyer de culpabilité. Et sur le premier de ces accusés qui a plaidé coupable, Vincent Rutaganira, le tribunal a fait un très beau film qui s'appelle « Sur les chemins de la réconciliation », qu'on peut trouver, que j'utilise beaucoup quand je fais des conférences pour des étudiants. C'est le tribunal qui l'a toujours sur son site, « Sur les chemins de la réconciliation ». Et ça, c'est très. Et ça c'est un travail que peuvent faire les avocats. Sauf que, quand vous regardez dans ces tribunaux et à la Cour pénale internationale, qui sont les avocats qui ont fait des plaidoyers de culpabilité? Ce sont les avocats français ou tunisiens, c'est-à-dire de droit romano-germanique. C'est quand même incroyable. C'est pas notre système, mais c'est nous qui l'avons utilisé parce que nous avons, au fond de nous, cette relation à la vérité, cette relation aux victimes. Et donc, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'avocats, y compris donc anglo-saxons, puisque c'est leur système, qui rentrent dans ce plaidoyer de culpabilité. Mais une fois encore, nous le faisons parce que nous croyons que la recherche de la vérité et que la vérité qui puisse être dite devant des juges permettent la reconstruction, permettent la justice restauratrice. Voilà. Je donne encore cet exemple parce que vous le voyez sous vos yeux comme moi souvent. De plus en plus, quand on vous parle de justice, on vous met comme photo la statue de la justice américaine, c'est-à-dire les yeux bandés. Mais j'en ai assez de voir cette image. Ça, c'est la justice américaine. Je respecte, c'est votre droit, je le respecte, mais pas chez nous. Nous, la justice a les yeux grands ouverts.
parce qu'effectivement nos juges veulent essayer de faire émerger la vérité. Une fois encore, ce n'est qu'une vérité judiciaire, mais ça fait rien. Croyez-moi, quand cette vérité émerge dans un procès, il y a un souffle qui passe. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire parler de sujets moins directement liés à votre travail, mais malgré tout auxquels nous pensons tous. Vous avez parlé du pardon, et j'ai entendu la manière dont vous en parliez, notamment avec l'exemple de Doug. Est-ce qu'on peut parler du mal auquel nous avons l'impression d'être confrontés dans le monde contemporain, de la violence croissante? Comment est-ce que, dans le monde que vous représentez, celui de la justice, est-il possible de trouver les voies et moyens de parler du mal, de la violence, du pardon, de tous ces points absolument fondamentaux de l'humain? Malheureusement, on ne nous a pas tous les jours avec nous pour parler des hommes et des femmes que vous avez défendus et avec qui vous avez travaillé, et de la manière dont on fait surgir l'humain. Comment est-ce que dans notre société, nous qui sommes peut-être un peu portés par l'Évangile finalement, très ignorants de la justice en même temps, parce qu'elle est quand même un mal-aimé de notre société. On dégage difficilement des crédits pour la justice, on dégage extrêmement peu de crédits pour les prisons. Comment est-ce que nous pouvons en parler autour de nous, de ces sujets aujourd'hui? Par quel biais les aborder? Vous voyez, comment est-ce qu'on dépasse cet échange que nous avons la possibilité d'avoir avec vous pour poursuivre cette passion pour l'humain? Je serais bien présomptueux si je pouvais répondre de manière péremptoire. On n'est pas dans le péremptoire. Mais je suis comme tout le monde quand j'écoute les nouvelles, que ce soit pour des agressions guerrières, que ce soit pour la violence du quotidien. Je suis comme tout le monde, ma première réaction est vive. Mais après revient toujours cette idée du procès comme lieu de rencontre. Et que ce soit les délits du quotidien, où on va avoir cette rencontre qui va se faire dans un tribunal, une fois encore sous l'autorité d'un juge dont la mission est tellement essentielle, que ce soit dans les tribunaux internationaux, quand des agressions sont jugées. Il me semble qu'on a tous besoin d'explications. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et la salle d'audience est le lieu où beaucoup de choses se passent. Une fois encore, je citais Denis Salas tout à l'heure, au fracas des armes, le procès oppose un espace de parole. Alors, si
ce ne sont pas seulement des tribunaux, nationaux ou internationaux, mais je crois aux rencontres comme celle-là où on peut partager. Je vais être un peu démago dans ma question. Mais nous aurions dans la salle une quinzaine de lycéens d'Arras qui ont été confrontés pour eux au mal absolu. Qui plus est, qui savent qu'un procès se tiendra, puisque le Tchétchène est en vie, il est arrêté, et il y aura un procès. Et à qui nous sommes en train de dire que l'essentiel, c'est de faire émerger l'humain, c'est de permettre à des victimes de pardonner, non pas à l'assassin de demander pardon. Comment est-ce que nous leur parlerions de cela aujourd'hui? Mais c'est justement ce qu'il y a de tellement important dans la justice, c'est la notion du temps. Quand mais j'en suis sûr, si ces lycéens vont au procès, ils vont rencontrer un homme. Un assassin, mais ils vont rencontrer un homme. Et ils vont être tout surpris. Quand ils vont le voir dans son box arriver entre les gendarmes menottés, ils seront comme tout le monde. Ils vont se dire, mais comment cet homme-là a pu commettre ce crime-là? Donc, c'est clairement, c'est pas maintenant que je vais leur dire ça. Mais ma connaissance que j'ai de la justice me permet de vous dire, mais de manière très claire, viendra le temps du procès et les choses seront différentes. Et leur reconstruction assez jeune passera par là. Le temps est fondamental. Le temps que ça prend. Nous qui trouvons toujours que la justice est trop lente. C'est ce qu'on appelle aussi dans un autre domaine le temps du deuil. Et une fois encore, moi je suis très reconnaissant à ceux qui ont fait émerger ce procès V13 et à ce président. Je ne le connais pas, mais vous imaginez la charge qu'il a eue. J'espère qu'il a pu après. Mais c'est ça, c'est cette rencontre absolument improbable entre humains. Je ne vous l'enlèverai pas. Et ces jeunes, quand ils vont venir au procès, qu'ils vont voir, le temps que le procès se fasse, ils auront peut-être même 20 ans, et ça va forcément complètement les déboussoler. Alors après, il faut un accompagnement une fois encore, que notre justice est capable, heureusement, de faire, qu'elle a été capable de faire dans ce procès V13 qu'elle poursuit. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Faut pas lâcher l'affaire. Les victimes ont besoin d'être accompagnées, d'être respectées, d'être accompagnées. Et puis il y a ce travail qui se fait, qu'on a vu sur nos écrans il y a quelque temps, sur ce qu'on appelle la justice restauratrice. Mais je crois profondément à ça. Une fois encore, je ne veux pas dire qu'une baguette magique règle tous ces problèmes, mais ce qui se passe là, moi je dis quelqu'un qui a abordé tout ça sans être croyant, c'est forcément à la fin, il ne peut qu'être croyant. Parce que, enfin, il croit ce qu'il veut, mais que cette rencontre improbable puisse avoir lieu et créer quelque chose, si vous n'êtes pas croyant, je ne sais pas en quoi vous croirez. Vous venez de me tendre une perche vers ma dernière question, avant de donner la parole à nos amis ici. Je reviens à notre point de départ. Vous n'avez pas quitté la théologie. Pas tout à fait. Et ma question, c'est, en termes personnels, quel est le rapport? Quel rapport pourriez-vous
exprimée entre, je ne vous demande pas de faire une confession de foi, hein, mais entre votre foi personnelle, votre compréhension, votre lecture de l'Évangile, et puis votre métier d'avocat. Ouais. Je relisais pour essayer justement de l'expliciter, je relisais 1 Corinthiens 13, il y avait longtemps que je ne l'avais pas relu. La plus grande foi, espérance et amour, et la plus grande est l'amour. Et je sais pas, mais c'est... je sais même pas vraiment l'expliquer parce que pour moi c'est des évidences. Après, il y a des moments plus que d'autres où on se sent conduit. Hein. Donc oui, j'ai pas forcément été appelé à tout ça par hasard. Bon, j'ai été pasteurisé pendant longtemps quand même. J'ai connu beaucoup de pasteurs avec qui j'ai cheminé et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Jacques Stewart, Jacques Maury, Alain Ray, plein d'autres. Plein d'autres. Et voilà, je crois que j'ai été vraiment, oui, accompagné. Pasteurisé, je ne connaissais pas l'expression. Merci.